Moi, je réfute d'entendre « Ah bah oui, mais en plus c'est super parce que t'es une femme ». Je pense que c'est même presque la pire insulte qu'on puisse avoir. Parce que non, en fait, c'est super parce qu'on est là avec les compétences qu'on a, avec l'envie de changer les choses. Parce que, voilà, c'est pas parce que l'on est de la manière dont on est né, c'est-à-dire avec un genre attribué, c'est juste parce que on est là, parce qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on est là. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Anne, ravie de vous recevoir. Vous avez majoritairement évolué dans le milieu associatif et vous êtes depuis 15 ans investie auprès de l'UNICEF, aujourd'hui comme directrice générale France depuis 2021. Alors l'UNICEF, pour ceux qui ne savent pas, c'est une agence de l'ONU qui protège et défend le droit des enfants dans 190 territoires et qui a pour vocation d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection. Vous êtes entouré d'une équipe de 160 personnes, majoritairement féminines comme dans beaucoup d'associations, et vous êtes sur une cause qui touche particulièrement les petites filles dans le monde. J'ai donc eu envie d'échanger avec vous sur les ambitions de parité et d'équité du monde du travail et de la société. Également, votre rôle étant de donner plus de pouvoir aux enfants qui n'en ont pas au sein d'une association qui a un pouvoir pacifique et d'influence, j'ai eu envie de creuser cette dimension de pouvoir avec vous. Vous êtes également vice-présidente de l'AFF, donc qui est l'Association française de fundraiser, où il y a une parité du board et sur laquelle nous reviendrons du coup sur la logique de parité. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui vous a donné envie de participer. Je trouve que l'angle de ce podcast est déjà très intéressant, qui peut explorer beaucoup de dimensions. Évidemment, celle de l'égalité des droits, mais pas seulement. Je pense aussi de rediscuter de ce que c'est d'être une femme et de ce qu'est la féminité. Et naturellement, en tant que directrice générale de l'UNICEF, on est vraiment plutôt sur des questions de droits fondamentaux et pas celui d'être plus féminine ou moins féminine. Mais néanmoins, je suis aussi une femme et je m'interroge parfois sur ce qui m'a amenée si loin et comment j'ai eu cette chance de pouvoir aujourd'hui diriger une des plus belles organisations en France. Vous parlez de chance. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une chance ? Écoutez, je pense que j'ai eu un parcours où j'ai été globalement encouragée, en tout cas pas empêchée. Donc déjà, ça, c'est une première chance. Peut-être aussi que j'ai cette espèce de candeur naturelle qui fait que je ne me suis jamais trop posé de questions. Je m'en suis posée, rassurez-vous, mais j'avais pas peur de l'échec. Pourtant, j'étais pas une très bonne élève et j'étais souvent mise en échec. Mais ça m'a pas suffisamment marquée pour être inquiète sur la suite du parcours. Et quand je parle de chance, c'est peut-être plus de la sérendipité, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à aller si loin, ou en tout cas à avoir un poste de ce niveau de responsabilité. Mais j'ai été amenée au gré des rencontres de femmes et d'hommes. Beaucoup d'hommes m'ont fait confiance, et ça, je tiens à le dire. Parce que je pense que justement l'accession à l'égalité, elle passe surtout par les hommes. Et donc, je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu sans doute beaucoup moins à me battre qu'un grand nombre de femmes pour avoir cette chance de diriger l'UNICEF. Vous êtes battue un peu selon vous ou pas du tout ? Je me suis battue à certains moments, je continue à me battre. Parfois, j'ai encore affaire à des sujets d'égalité, justement. Non, beaucoup moins. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille super machiste. J'ai 4 frères. J'ai une mère qui considère que la place de la femme reste la place de la femme telle qu'elle était dans les années 50. Okay. Mais voilà, j'ai été beaucoup portée par probablement les rencontres professionnelles que j'ai faites où j'avais des personnes qui étaient beaucoup plus modernes que moi, enfin que mon milieu familial. Et rassurez-vous, aujourd'hui, même si on était une majorité de garçons, ils étaient une majorité de garçons dans ma famille, il y a plutôt plus de femmes aux générations suivantes et elles ont des superbes carrières. Donc, je n'étais que la dernière d'une génération un peu, on va dire, rétrograde. Vous avez modernisé du coup votre vision ? Parce que vous disiez finalement, il y a plein de gens qui vous ont porté et qui étaient plus modernes que vous. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision du coup de la place des femmes ? Alors, je pense que j'ai une vision assez équilibrée parce que, encore une fois, comme j'ai pas dû me battre autant que de nombreuses femmes, je suis peut-être un peu moins véhémente sur certains combats, mais je vois bien, et je le vois vraiment tous les jours, et j'en suis absolument révoltée. Donc que l'on ne se méprenne pas, je considère que j'ai eu de la chance et que ma responsabilité, c'est d'encourager celles qui en ont le moins, que ce soit dans mon milieu professionnel proche, dans mes collaboratrices, mais aussi évidemment dans celles que indirectement je soutiens parce que la force de l'UNICEF, c'est de collecter des fonds pour des programmes de terrain qui permettent à des petites filles d'aller à l'école ou de se construire un avenir professionnel.
mais aussi par des programmes de plaidoyer, parce que naturellement, si vous n'avez pas un socle juridique et un socle politique pour encourager tout ça, rien n'est possible. Enfin, il y a des magnifiques initiatives privées, et je les encourage évidemment, mais tout ça doit pouvoir se construire de manière durable, et s'il n'y a pas un terreau politique favorable, on n'arrivera jamais à cette égalité des droits. Et le premier droit, où on va dire que la première différence, elle se crée surtout dans l'accès à l'éducation, dans une majorité des pays. Alors, en France, on a un accès, heureusement, à l'éducation égalitaire hommes et femmes. Il n'y a plus les écoles de filles, les écoles de garçons comme il y a eu, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une 50aine d'années, je pense. Et pourtant, on voit encore que l'évolution à des postes de direction, l'évolution même dans les scientifiques, certains secteurs sont quand même plus dirigés vers les hommes, malgré l'éducation. Et même dans le monde associatif, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Selon vous, cette différence, du coup, elle serait liée à quoi, puisqu'on a l'accès à l'éducation ? Parce que comme tout changement de culture, ça prend du temps. Et que je vous rappelle qu'il y a 50 ans, les femmes ne travaillaient pas ou travaillaient peu. Alors, à l'inverse, j'avais une belle-mère très moderne, puisqu'elle était super diplômée, elle avait bac+4 ou bac+5, et elle a toujours travaillé, elle s'est toujours battue pour ses droits, en étant d'ailleurs une parfaite maîtresse de maison, comme on disait autrefois. Mais néanmoins, voilà, il y a eu depuis une 50aine d'années, et je pense que vous alliez sur les facs de droit d'après-guerre, vous n'aviez pas beaucoup de femmes. Non, donc tout ça, peut-être. Oui, vous aviez Simone Veil, qui est d'ailleurs probablement, je pense, la femme la plus inspirante pour moi. Il y a cette évolution de culture, et je pense que, bien sûr qu'il y a encore d'énormes différences, mais ça va plutôt dans le bon sens. On voit de plus en plus de femmes qui sont appelées à témoigner à des tribunes, qui ont des postes à très très haute responsabilité dans des grandes multinationales, dans des grandes associations. J'étais hier à une rencontre humanitaire, si je puis dire, alors on était entre associations ou entre grandes institutions. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Et je m'en suis plutôt réjouie, parce que c'était plutôt des cadres dirigeants. Donc, encore une fois, toute transformation, elle est longue, et si elle est en plus brutalisée, elle n'est pas durable ou elle n'est pas viable. Donc, je crois qu'il y a une accélération, il faut le regarder. C'est peut-être pas suffisant du regard de certaines, mais je crois surtout que le regard des hommes, lui aussi, est en train de changer. Et il est en train de considérer vraiment la femme comme son égale. Toutes les jeunes générations, je prends nos enfants par exemple, nos enfants, eux, ne font pas de différence. Donc, j'allais dire, on est malheureusement dans la queue de la comète, je crois, de cette génération. Après, ça m'interroge ce que vous dites pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi-même, quand j'étais plus petite ou plus jeune, j'avais pas l'impression de faire cette différence. En plus, moi, je suis de la génération où on expliquait aux filles qu'on pouvait aller travailler, qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait faire des études. Et je me disais, filles, garçons, c'est la même chose. Et puis après, en évoluant, on se rend compte qu'il y a quand même encore des différences aujourd'hui. Et aussi, par rapport aux jeunes générations, là, quand même, le dernier conseil qui a fait une étude sur les filles-garçons, il y a quand même encore beaucoup de garçons qui parlent de violenter les femmes, qui parlent de ramener les femmes à la maison, et de jeune âge. Du coup, à la fois, je suis d'accord avec vous. Moi, je vois un changement, j'ai l'impression, en tout cas, de voir un changement sur les jeunes générations, et même sur les jeunes générations de papa. Et en même temps, on se rend compte quand même, dans les stats, dans la réalité, qu'on parle de sexisme ordinaire aujourd'hui, qu'il y a encore cette présence-là. Peut-être que ça vous parle pas. Si, bien sûr, ça me révolte même. C'est absolument horrible, et je crois même avoir encore été victime de sexisme il y a pas très longtemps. Mais là où vous avez complètement raison, c'est que on regarde souvent les statistiques, de manière globale, et la moyenne évolue, mais ça masque souvent d'immenses disparités. Et quand vous dites qu'il y a un certain nombre d'hommes qui appellent que leur femme retourne à la maison ou n'aille plus à l'école ou arrête l'école prématurément, oui, c'est une réalité. C'est probablement une minorité, mais c'est une minorité d'autant plus choquante que 80 ou 90% de notre société a beaucoup évolué. Mais il faut évidemment combattre ça. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant, effectivement, c'est quand il s'agit d'un retour en arrière, en particulier dans les sociétés développées comme les nôtres. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect économique des choses. Beaucoup de femmes sont contraintes de travailler, elles ont des emplois... C'est vraiment un combat au quotidien, et cette dimension économique, malheureusement, c'est pas du tout l'émancipation de la femme. C'est une forme d'aliénation, et si elle se fait pas à la maison, ce sera au travail. Donc, il faut arriver aussi à relativiser ce que peut être le travail, parce qu'il y a certains travaux qui sont bien pires que de rester à la maison à s'occuper des enfants, ou à pas s'occuper des enfants, à s'occuper tout court. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose sur lequel je pense que les femmes sont peut-être moins avancées qu'elle ne le pourrait dans le pouvoir. J'aime pas beaucoup ce mot de pouvoir, mais j'ai accepté. On y reviendra. J'ai accepté votre invitation. On reviendra sur ce mot-là, il n'y a pas de souci. J'étais consentante. Il y a évidemment quelque chose
Alors, je ne suis pas sociologue, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est de l'ordre de quelque chose vraiment dans l'ADN des filles ou si c'est aussi quelque chose qui est lié à une culture. Mais j'ai toujours vu des filles me dire je n'y arriverai jamais d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et particulièrement sur des postes de responsabilité, de management, des postes de direction. Elles n'osent pas y aller. Donc en fait, le premier ennemi de la femme, c'est la timidité. Je ne sais pas si cette timidité, elle est liée au fait que soit qu'elle a peur d'échouer, ce qui est peut-être plus que le garçon, soit parce que justement la culture, l'état d'esprit autour d'elle n'est pas encourageant pour y aller et qu'elle a peur justement du regard des autres et si elle échoue. Mais je ne vois jamais un homme qui me dit je ne suis pas capable. Enfin, bien sûr que j'en ai croisé, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Les hommes sont beaucoup plus tête brûlée que les femmes. Et à l'inverse, les femmes sont majoritairement des personnes qui sont en recherche de protection, qui vont garantir finalement un toit, qui vont garantir un revenu. Enfin, il y a des études, et ça c'est un phénomène partout dans le monde, c'est pas seulement en France, mais cette femme, elle a ce réflexe de protection. Et puis bien évidemment, plus vous avancez et plus vous avancez dans une évolution de carrière, plus vous vous mettez en danger. Alors peut-être que vous vous mettez plus à l'abri matériellement, mais vous vous exposez plus, vous vous exposez à des coups. Je parle même pas de femmes qui s'engagent en politique, mais vous vous engagez à des coups, vous vous engagez à une forme de précarité parce que vous pouvez perdre votre job plus facilement que si vous restez un job un peu entre les deux. Donc je pense qu'il y a quand même aussi cette dimension de dire si je vais trop loin, je risque de perdre mon boulot. Voilà. Donc c'est une analyse qui n'engage que moi, mais en tout cas. Non, mais c'est intéressant l'expression que vous utilisez, c'est-à-dire qu'on s'engage. Vous dites quand même à prendre des coups, vous engagez à des réflexions. Enfin, c'est un engagement assez fort. Je ne sais pas si les hommes le voient pareil. Il n'y en a pas autour de cette table, donc on ne peut pas savoir. Mais pourquoi vous dites qu'on s'engage à des coups ? Parce que c'est vrai quand on le dit comme ça, on n'a pas très envie de s'engager. Faut se le dire. Tout job à responsabilité. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme, mais vous allez entrer dans plus de résistance quand vous allez arriver, parce que vous allez devoir reporter à des actionnaires, vous allez devoir reporter à un CA, vous allez devoir avoir des collaborateurs ou des collaboratrices qui vous challengent tous les jours. Donc, vous êtes quand même beaucoup moins tranquille que quand vous avez un travail où finalement vous avez moins de responsabilités et on vous ennuie moins que quand vous êtes plus exposé à la lumière où forcément vous êtes plus exposé aux coups. Mais alors, mon mari est chef d'entreprise, je vous assure qu'il prend beaucoup de coups aussi. Donc je crois que c'est vraiment plutôt lié au fait de la prise de risque. Et la prise de risque, elle a son lot de douleurs. Enfin, de douleurs, encore une fois, c'est pas une souffrance. Hein, c'est parfois, on prend des petits coups, on doit reculer, on doit penser différemment. Et tout le monde n'est pas préparé. Alors, je crois aussi qu'on n'est pas tous en capacité de le faire et que j'ai vu beaucoup de personnes aussi aller dans des postes à responsabilité où c'était une souffrance absolue. Et le dernier que j'ai vu en date, c'était un homme. Oui, mais il n'y a pas de genre sur le sujet. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour ce poste-là. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, par contre, vous étiez préparé à ça ? Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez pris ces différents postes, que les coups faisaient partie du poste ? Oui, ça je savais. Je le savais d'autant plus que j'ai vu pas mal d'hommes autour de moi, dans mon cercle familial ou proche, souffrir et on traduit ça souvent par une forme de dépression ou de renfermement. On essaie de créer une étanchéité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais non, j'ai vu des gens devenir pas drôles du tout, du coup perdre leur humour. Non, parce que encore une fois, on n'a pas tous les mêmes chances. Et bien sûr que quand on veut évoluer, il faut se préparer essentiellement à beaucoup de satisfaction, d'emmener une équipe, d'obtenir des résultats, d'avoir des difficultés, de les partager ensemble. Mais il faut se préparer aussi parfois à être seul et à prendre des coups, et c'est sa responsabilité. Et peut-être que j'étais plus faite pour ça que d'autres. En tout cas, ça n'a jamais été la première motivation de se dire bon, je vais quand même prendre quelques coups, mais je vais y aller quand même. Ça arrive, on le sait, et puis il faut pas que ça devienne, je vous dis encore une fois, une souffrance, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Je vais revenir tout à l'heure, vous avez dit j'aime pas trop ce mot, le pouvoir. C'est quoi le pouvoir pour vous du coup ? Ça, c'est c'est une forme de domination et de force. Et okay. J'aime pas. Enfin, encore une fois, peut-être j'ai une vision un peu rétrograde de voir le mot pouvoir, mais oui, pour moi, il y a cette domination. Et encore une fois, on n'est pas là pour exercer un rapport de force. Évidemment, on a plus de possibilités de faire des choses, on a plus de liberté, et on peut aussi associer le pouvoir à la liberté.
Mais moi, j'ai du mal à le dissocier d'une forme de dictature. Donc, encore une fois, c'est probablement une méconnaissance, ou en tout cas une interprétation très, très ancienne et très erronée, mais... Ça dépend. Après, vraiment, le pouvoir, c'est intéressant. Il y en a qui vont le voir comme une pouvoir propre de la dictature, c'est-à-dire pouvoir de force, entre guillemets. Et puis, il y en a qui vont le voir plutôt comme un pouvoir d'une liberté. En effet, le fait de juste pouvoir faire des choses, tout simplement. Donc, c'est intéressant d'avoir votre vision. Vous, du coup, dans votre poste, est-ce que vous estimez avoir du pouvoir dans votre fonction ? Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous disiez parce que ça me choque beaucoup. Alors, encore une fois, la terminologie anglo-saxonne et notamment l'empowerment. C'est vrai. L'empouvoirment, d'ailleurs, qu'on traduit. En québécois. ne me choque pas du tout parce qu'effectivement, c'est tout d'un coup de réaliser qu'on a cette liberté d'agir, d'infléchir, de prendre des décisions. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être ça, c'est un biais à l'environnement dans lequel l'UNICEF ou d'autres associations dans lesquelles j'ai travaillé opèrent. C'est vrai que je n'aime pas la force. Je suis même un peu paniquée par les gens qui utilisent un rapport de force pour s'imposer. On en a trop d'exemples à travers le monde et surtout, ça n'amène à rien. À un moment, évidemment, il faut trancher, il faut arbitrer, mais par contre, pas par la force. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que dans les postes de direction, on voit souvent le rapport de force, qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. C'est juste un imaginaire plutôt collectif. Vous avez parlé de coups tout à l'heure. Les coups, c'est quand même dans la force aussi. Comment est-ce que vous agissez en tant que DG, du coup, sortant de la force ? Comment vous répondez à ces coups sans entrer dans la force ? Alors, je suis en train de réfléchir au dernier coup que j'ai pu prendre. Allez-y, qui étaient des coups bas en plus. C'est encore pire. Petit coup de pied. C'était plutôt dans le ventre. Mais ils étaient 3. Non, mais c'était pas du tout méchant. Mais bon, c'était une forme de résistance. Alors, le problème, c'est que je n'aime pas la résistance non plus. Donc ça, c'est forcément... Je suis quand même parfois dans un rapport de force. À mon sens, ou en tout cas, la manière dont moi j'agis, c'est que je ne monte pas dans les tours. Je reste calme. Si vous rendez le coup d'une manière ou d'une autre, vous arrivez dans une forme d'escalade qui va créer une tension sur vous, sur la personne en face de vous, et souvent parce que quand on est brutalisé, on s'en émeut, c'est normal. On répand sur les autres cette forme de violence, et surtout pas ça. Enfin, je crois qu'on est dans un cadre professionnel. Le monde est assez violent autour de nous pour que dans notre cadre professionnel, on rende cet environnement violent. Malheureusement, il y a des rapports de force, il y a des tensions au travail. Je les minimise pas, il y en a autour de moi beaucoup. Je ne les aime pas, je dois les traiter. C'est de ma responsabilité de le faire. Et en plus, là où on est sur une difficulté majeure, c'est que tout le monde ne perçoit pas un coup de la même manière. C'est-à-dire que, notamment la violence verbale, elle est très difficile à jauger. Bien sûr, il y a des choses qui sont de toute évidence ultra violentes et à bannir, à proscrire, à condamner fermement. Après, il y a des choses où on est dans l'ordre de l'interprétation très personnelle et c'est très compliqué à gérer parce que, encore une fois, moi, je prends peut-être des coups et il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu prends beaucoup de coups, comment tu fais ?» et tout. Et je dis « Ah, il m'a donné un coup, j'ai même pas remarqué. » Donc, encore une fois, on n'est pas préparé de la même manière. J'ai peut-être le cuir plus épais et peut-être que quand on m'insulte sans que je m'en rende compte, on me dit « T'aurais dû te défendre, t'aurais dû monter au créneau. » Mais encore une fois, je vous dis, je sens que dans certains cas, encore une fois, et quand on n'est pas agressé de façon violente, il vaut mieux parfois faire le dos rond et chercher une autre stratégie que d'aller vers l'escalade de la tension. Je me pose la question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que quand on est une femme, on peut du coup monter ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller parler plus fort ? Oui, c'est ça, parler fort. Mais elle dit, j'aime pas parler fort, j'aime pas crier. Est-ce que quand on est une femme, est-ce qu'on peut se permettre de crier ? Oui, bien sûr qu'on peut se permettre. On est même assez souvent traité d'hystérique quand on crie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot. On dit rarement d'un homme qu'il est hystérique. Non, mais on peut crier. Je suis la première à prendre des petits coups de chaud et à crier. Voilà. Mais j'essaie de ne pas crier. Ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois au boulot de crier et je vous assure qu'on me l'a beaucoup reproché et ça a même amené à des tensions très fortes. Donc je sais que le cri, le fait d'élever la voix, et c'est pas mieux à la maison, je l'ai sans doute beaucoup plus souvent élevé à la maison qu'au bureau, mais donc oui, on peut se permettre de crier, mais ce qui est important de dire, à mon sens, après, je suis très genrée. Donc moi, je suis une femme qui veut rester une femme et qui considère que c'est finalement, dans mon cas, une chance d'être née femme et que je dois garder ces attributs féminins et celui de ne pas taper du poing sur la table, de ne pas hurler, de ne pas élever la voix. Ça rend plus honneur à la femme et à celle que j'ai envie d'être et celle que j'ai envie d'inspirer aux autres.
Mais ça ne devrait pas être tout le monde. Parce que, en fait, là, vous dites ne pas crier, ne pas élever la voix, etc. Mais j'ai envie de dire, n'importe quel être humain, indépendamment du genre, finalement, c'est très bien quand on crie, c'est qu'on est arrivé à quelque chose où on dépasse, où ça a touché, où on allait trop loin. Parce que quand je vous pose la question, c'est est-ce qu'une femme peut se crier? Vous m'avez dit oui, mais par contre, on est traité d'hystérique. Donc ça veut quand même dire oui. Bah alors, on est vite rappelé à l'ordre quand même. C'est ça. Pas trop souvent. Ça ne sert pas trop de crier, alors que, bon, les hommes, mais bien sûr que je trouve ça horrible. Alors, en plus, moi, ça me fait terriblement peur. Un homme, quand il a une voix très virile et qui vous hurle dessus, je me fais toute petite. Je me souviens d'un livre que j'avais acheté à mes enfants qui s'appelait Pestifère la sorcière, et les enfants rapetissaient tellement ils se faisaient engueuler par la sorcière. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, le fait de crier, vous essayez de rabaisser les autres, et que ce soit homme ou femme, je pense que ça n'apporte rien de crier, même si c'est un réflexe humain et que quand on a recours à ce travers, il faut à un moment avoir l'honnêteté intellectuelle de s'excuser et de reconnaître que c'était une agression envers l'autre. Non mais c'est intéressant, vous le dites aussi, c'est pour ça que je pose la question des femmes, c'est qu'en fait les femmes on est vite rappelées à l'ordre. Est-ce qu'un homme est aussi vite rappelé à l'ordre? Je ne sais pas non plus, mais le fait que vous dites hystérique, et vous avez précisé qu'autre chose d'intéressant, vous avez dit je l'ai fait 3 fois et ça a créé un froid énorme et j'ai mis un peu de temps à m'en sortir. Donc ça montre quand même que ça a un vrai impact de crier. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les femmes n'osent pas, qu'elles se protègent plus, et vous avez dit d'un point de vue sociologique, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, il y a quand même un certain historique que les femmes qui ont pris de la place, qui ont pris du pouvoir, qui ont pris une certaine position, souvent mal finies ou disparues. Je prends l'exemple de Jeanne d'Arc dans mon introduction, qui est quand même une grande femme de pouvoir qui a des statues partout, mais elle n'a pas vécu très vieille. On peut pas dire quand même qu'elle n'a pas très bien fini. Pour moi, il y a quand même un historique aussi dans notre lignée de femmes, qui dit qu'à un moment, quand on est très visible, ça peut aussi être dangereux. C'est de l'historique. Est-ce que c'est encore actuel aujourd'hui? C'est la question aussi que j'ai envie de poser au travers de ce podcast. C'est pour ça que je reprends un peu le côté sociologique que vous disiez tout à l'heure. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est que vous m'avez dit au tout début, votre parcours, finalement, vous avez de la chance. Il a été assez simple. Dans votre parcours, je ne sais plus à quelle période exactement, mais vous avez eu le titre de directrice très tôt. Pas à l'UNICEF, mais dans d'autres entités. Ça vous a fait quoi pour vous d'arriver à ce poste-là? Comment vous l'avez vécu? Comme une grande marque de confiance. Okay. Le directeur, ça fait tout de suite, ça jette. Vous rentrez à la maison, vous dites à vos enfants, maman va être directrice. J'étais adjointe en l'occurrence. Mais c'est un homme, et en plus, je vous l'ai dit, mais je le redis à chaque fois, ça a plutôt été des hommes qui m'ont fait confiance. Et je les remercierai jamais assez, et j'ai toujours une profonde amitié pour eux. Oui, ce que vous disiez, c'est super important sur les femmes qui s'exposent. Et là, je voudrais malheureusement m'arrêter 2 secondes sur l'actualité. J'ai rencontré il y a quelques jours 2 femmes franco-israéliennes. J'ai rencontré une femme très engagée pour l'Ukraine, pour la disparition des enfants en Ukraine. Donc oui, je crois que les femmes peut-être sont moins nombreuses, mais alors qu'est-ce qu'elles sont courageuses? Et quand elles s'exposent, qu'est-ce qu'elles s'exposent? Et je reviens sur l'Iran et la situation des jeunes filles en Iran qui continuent à se battre pour ces droits. Je trouve ça mais tellement admirable. Vous avez parlé de Simone Veil tout à l'heure aussi. Elle a pris plus de coups que n'importe quelle femme politique en France et s'est battue pour un droit fondamental qu'il est important de préserver à tout prix, qui fait qu'aujourd'hui notre pays peut offrir plus de liberté aux femmes, même si l'avortement c'est pas quelque chose évidemment auquel on peut avoir envie d'avoir recours, mais quand on est face à cette situation, ça nous offre quand même des choix dans la vie, de pouvoir aussi construire un avenir dont on est maître. Enfin voilà. Donc les femmes sont peut-être moins nombreuses à s'exposer, mais quand elles s'exposent vraiment. Et c'est malheureusement toujours le cas de Jeanne d'Arc, qui avec son étendard, elle est tombée malheureusement sur des ennemis très, 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 très puissants. Mais oui, on a toujours été suspecte, toujours été considéré, souvent été considéré dans certaines sociétés, ou dans une majorité des sociétés, comme un être pouvant être potentiellement malfaisant, maléfique, sorcière, bon. On le voit encore aujourd'hui dans l'actualité, quand il y a des victimes dont on dit que oui, mais c'est pas des vraies victimes parce qu'elles veulent du mal, etc. La sorcellerie nous poursuit. La sorcellerie nous poursuit un peu, oui, tout à fait. Même Harry Potter n'a pas réussi à détrôner que les sorcières maléfiques étaient celles des contes de fées sont souvent des sorcières, oui. Voilà, donc du coup, c'était par rapport à la notion d'exposition des femmes. Du coup, vous disiez, vous étiez très fière. Comment vous l'avez vécu d'endosser ce rôle? C'était quoi vos premiers pas, finalement? Alors, vous étiez adjointe, mais après, vous avez été directrice. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous d'avoir ce poste, d'autant que vous aviez dit que vous étiez plus dans une famille machiste, vous n'avez pas forcément vu cette éventualité pour vous. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'avoir ce titre?
Alors, ça voulait dire, j'ai parlé d'honneur, mais c'est surtout une grosse responsabilité et une certaine charge. Enfin, une charge. Et la première, c'est de pas décevoir ceux qu'on dirige. Donc c'est ça. Malheureusement, on réussit pas à tous les coups. Là-dessus, je pense qu'il faut rester assez modeste. J'ai 2 visions dans cette carrière. Je suis passée par le milieu consulaire et je suis arrivée à mon premier comité de direction. Là, c'était mon premier vrai job de directrice. Ok. Et il y avait 6 hommes autour de la table avec tous des cheveux blancs. Et je vous assure que ça m'a fait tout bizarre. Je me suis dit, mais mon Dieu. Pour le coup, ils ont été absolument charmants avec moi. Il n'y avait pas du tout de machisme. On était plutôt dans le milieu de l'enseignement où il y a, là aussi, je pense qu'il y a un certain équilibre des forces. Mais néanmoins, j'étais super impressionnée. J'avais quand même un peu l'impression d'être la petite gamine, quoi, qui était un peu là pour la parité. C'était le début de la parité. Mais le directeur qui m'avait recruté, qui était le directeur général, lui, il était plus féministe que moi, donc c'était pas très compliqué. Il était absolument pour féminiser ce comité de direction et remettre des cheveux bruns ou blonds, mais pas que blancs. D'ailleurs, on a fêté 3 départs à la retraite en 8 mois, donc c'était quand même pour vous dire à quel point. Ça, c'était un peu mes pères. Ça m'a un peu impressionné, même beaucoup. Et la deuxième vision que j'ai en tête, c'est lorsque je suis arrivée à l'UNICEF, j'étais directrice d'un département. Alors, à l'époque, il y avait une 30aine de personnes. Mais naturellement, j'ai voulu rencontrer tout le département en même temps et prendre la parole un peu solennellement ou surtout les écouter. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette grande salle de réunion, j'ai dit « Ouh là là, mais tout ça !» Toutes ces personnes qui me font confiance, qui ont des grosses attentes envers moi. En plus, les 2 précédents directeurs ou directrices n'étaient pas restés très longtemps, donc il y avait quand même un petit enjeu d'inscrire cet engagement dans la durée, dans la sincérité de l'engagement. Et j'ai eu un trac évidemment phénoménal, comme ça m'arrive assez souvent. Après, vous êtes en face d'êtres humains qui sont vos égaux, vous avez effectivement plus de pouvoir mais vous avez surtout le pouvoir de les encourager, de les accompagner, de les faire grandir. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Enfin, en tout cas, c'est une chance extraordinaire. Et j'ai vu vraiment des personnes éclore autour de moi. Et je suis très fière pour eux et pour elles, mais d'elles et d'eux surtout, parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. La seule chose dont je peux me féliciter, c'est de leur avoir fait confiance. On se retrouve dans cette logique d'empouvoirment, finalement. Oui, tout à fait. En fait, tout le monde a d'immenses capacités, mais ce qu'il faut, c'est créer ces conditions favorables aux capacités. Et même quand les gens ont moins de capacités, j'ai encore vu la meilleure amie c'était très personnel, mais c'est la meilleure amie de ma fille. Elle est dysorthographique, dyslexique. Elle est 10 tout. Voilà. C'est devenu une formidable architecte d'intérieur. Mais si vous l'aviez vue à 11 ans, mais c'était une enfant en échec scolaire. La pauvre, elle reprenait tous les 15 août, elle était obligée de reprendre des cours de soutien scolaire pour pas trop partir trop vite dans une filière professionnelle où elle est partie et où elle s'est épanouie. Mais ses parents lui ont toujours fait confiance et elle avait un milieu très favorable à ça. Elle avait peut-être plus de moyens, ses parents avaient plus de patience que d'autres, plus de temps, était peut-être plus créatif ou disruptif. Mais voilà, donc je pense que tout le monde a des capacités et ceux qui ont justement plus de pouvoir doivent créer les conditions favorables à l'épanouissement de ces capacités. Qu'ils soient hommes ou femmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en effet. Mais en tout cas, c'est votre vision du pouvoir, du coup, celle-là. C'est ma vision positive du pouvoir, une fois qu'on a enlevé ce rapport de force qui vient très spontanément quand on parle de pouvoir. Mais oui, le pouvoir, c'est surtout le pouvoir d'agir. Je vais revenir sur l'exposition. En tant que DG de l'UNICEF, vous êtes exposé, vous prenez la parole, j'imagine, dans des conférences aussi. J'ai eu des retours sur les conférences au niveau de l'ONU, où même s'il y a beaucoup de femmes finalement dans les associations, on retrouve beaucoup des hommes panélistes, ou dans les conférences, en tout cas sur l'estrade. Vous faites un hochement de tête, j'ai l'impression que je suis pas complètement tort là-dessus. Je sais qu'il y a une parité qui a été instaurée. Je crois qu'aujourd'hui, on essaie de faire 50-50 en termes de présence hommes et femmes. J'ai une amie qui m'a fait le retour quand même qu'une fois, son collègue masculin lui a dit pour la parité, c'est moi qui vais y aller. Donc on retourne dans une logique inverse. Vous en pensez quoi de cette parité et cette présence du coup au niveau des conférences entre Rassurez-vous, je ne prends pas très souvent la parole, moi, sur des grandes tribunes. D'abord, je déteste ça, et puis j'ai un trac phénoménal, comme j'ai dit. Mais je suis pour la parité, évidemment, parce que, encore une fois, je pense qu'on a tous des talents et des capacités différentes, mais qui justement permettent d'arriver à cet équilibre des choses et à cette harmonie. Mais je suis pas pour la parité, pour le principe même de la parité, et je suis plutôt pour la légitimité d'aller s'exprimer sur un sujet. Et s'il y a 10 grands chercheurs qui sont des hommes et qui viennent s'exprimer,
et qu'on va chercher un alibi de femme pour aller s'exprimer, ça va plus desservir la femme qu'autre chose. Et on va en plus mettre sur le dos des hommes qu'ils ont cherché à faire valoir. Donc ça peut être assez désastreux. Comme je suis pas tellement pour les quotas ou ce type de choses, je pense qu'il en faut, et c'est absolument indispensable d'encourager à travers une contrainte. Mais à un moment, cette contrainte, elle ne doit pas prendre le pas sur le principe de l'intelligence de situation. Et dès lors que vous pouvez arriver à avoir un certain équilibre, ça me semble mieux effectivement de pas dire à tout prix je vais mettre autant d'hommes que de femmes, parce que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, j'ai un comité de direction qui est composé de 4 femmes avec moi, et un homme. Alors, il manque un membre, et je vais probablement devoir le remplacer bientôt. Mais j'ai encore entendu la semaine dernière, mais surtout, faut prendre un homme, parce que pour la parité... Donc, vous voyez, et j'ai dit, en fait, je vais prendre surtout quelqu'un de compétent. Après, on verra ce qu'il y a en shortlist, et puis si c'est une femme, ce sera une femme. Si c'est un homme, qui est mieux. Bon, évidemment, je suis pour la parité, je suis pour l'égalité, je suis pour l'égalité des chances, mais je suis pas pour celle d'afficher la parité. Oui, non, mais c'est intéressant puisque c'est vrai que la logique de parité, je trouve qu'elle retrouve ses limites dans la représentativité. Je reprends, c'est que par exemple, dans le milieu associatif, il y a beaucoup de femmes, et c'est vrai que si on impose une parité, on revient à 50-50, alors que finalement, quand on regarde l'ensemble des équipes majoritairement féminines, on pourrait se dire l'inverse pour là où il y a beaucoup d'hommes, mais en fait, cette logique de légitimité, oui, je l'entends. Après, on a mis en place des quotas parce qu'il y a certains endroits où ça ne se faisait pas, la légitimité. Je me pose la question de la représentativité. Par exemple, on a parlé de la FFF, donc l'Association française de fundraisers, où vous m'avez dit qu'il y avait aussi une parité au niveau du board. Aujourd'hui, c'est 50-50, alors qu'il y a 80% des personnes qui sont des femmes. Moi, je me pose la question du coup de la représentativité dans ces cas-là. Est-ce que finalement on passe pour la parité en disant 50-50 ? Est-ce qu'on est plus dans la représentativité du genre ? Est-ce que finalement ça nous est égal ? Je suis, alors en plus dans des petites structures, si vous voulez, c'est quand même vraiment compliqué. On est dans le secteur associatif où vous avez majoritairement des femmes. Alors on peut se poser les questions, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes ? Mais c'était souvent parce que c'était pas des emplois à plein temps, parce que ça s'est professionnalisé, mais qu'on est allé chercher des femmes, c'était plutôt une occupation, au sens français du terme, un travail. Donc pour certainement plein de mauvaises raisons, il y a beaucoup de femmes et il y a de plus en plus d'hommes, parce que justement le secteur associatif a probablement plein de défauts, mais il est assez en pointe sur l'égalité des salaires, enfin en tout cas les rattrapages qu'il y a pu avoir dans les différences. Et aujourd'hui, même s'il y a toujours une majorité de femmes, parce que peut-être que la sensibilité du secteur associatif fait que les femmes s'y intéressent, parce que c'est des secteurs comme le secteur sanitaire et social, il y a plus de femmes. Naturellement, le secteur associatif a suivi. Mais voilà, après, je pense qu'en ce qui concerne l'Association française des fundraisers, c'était pas une recherche. Curieusement, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont voulu prendre des responsabilités. C'est un homme qui est président d'ailleurs, mais je suis arrivée, de mémoire, il y avait un CA plus féminin que masculin. Donc là, je crois que c'est plutôt un problème conjoncturel que structurel. Ok, ça marche. C'est intéressant parce que même moi, par exemple, j'ai évolué dans le monde du coaching où c'est majoritairement des femmes. J'ai constaté que même quand on faisait des réunions et qu'il y avait 3 hommes dans la réunion, les premières prises de parole, c'est toujours des hommes. En fait, mais c'est culturel, c'est juste une prise de mise en avant, et qu'on disait tout à l'heure sur la mise en avant des femmes, qui n'est pas forcément une évidence, qui est culturelle, indépendamment du nombre, indépendamment de la parité, indépendamment de... Et donc, du coup, là, vous dites, curieusement, c'est des hommes qui ont voulu prendre la place. Je trouve ça aussi intéressant d'entendre cette mise en avant. Après, comme vous dites, les femmes ont aussi qu'à prendre leur place, et elles peuvent aussi se mettre en avant et aller les chercher. Notamment sur le rôle de présidente ou président. Bon, moi, j'ai succédé à une présidente. J'ai malheureusement pas pu garder mes responsabilités de présidente, parce que ça faisait beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour décevoir les gens. Donc, quand on s'engage, on s'implique et on fait bien les choses. Mais derrière, c'est un président qui m'a succédé. Mais s'il y avait une femme qui s'était portée candidate, on aurait certainement étudié sa candidature autant. Et à l'UNICEF, c'est la même chose. Et alors, j'en veux pour preuve que quand on m'a dit « mais c'est formidable, en plus tu es une femme et tu diriges l'UNICEF », c'est quoi le rapport ? Non, il n'y a pas de rapport. Je suis là parce que j'ai 12 ans ou 13 ans d'expérience dans cette association, que je connais bien les équipes, que je suis rassurante à certains égards, pour d'autres choses probablement pas, et qu'il a paru au comité de sélection que c'était un bon choix. Mais je pense que si ça avait été Jean Avril qui avait fait la même chose 13 ans avant, ça aurait été Jean Avril et il aurait été aussi légitime que moi. Moi, je réfute d'entendre « Ah bah oui, mais en plus c'est super parce que t'es une femme ». Je pense que c'est même presque la pire insulte qu'on puisse avoir. Parce que non, en fait, c'est super parce qu'on est là avec les compétences qu'on a, avec l'envie de changer les choses. Parce que voilà, c'est pas parce que l'on est de la manière dont on est né, c'est-à-dire avec un genre attribué, c'est juste parce que on est là, parce qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on est là.
Ça vous fait quoi d'être amené à votre genre? Parce que vous avez dit c'est une insulte carrément, là. C'est assez fort. Mais vous dites aussi finalement avoir besoin de vous justifier. C'est ça que j'entends. Ça vous fait quoi de devoir vous justifier vis-à-vis de votre genre? Là, en l'occurrence, c'est presque pas me justifier vis-à-vis de mon genre, c'est de dire ça n'est pas une différence pour moi. Alors j'ai pas envie de m'exprimer vraiment sur le sujet du genre parce que je n'y connais plus rien, je n'y comprends plus rien, donc je suis foncièrement incompétente. Je ne connais moi que la binarité dans laquelle j'ai été élevée. Je respecte toutes les autres formes, ne vous me méprenez pas, mais par contre, pour moi, ça me fait quoi d'être amenée à mon genre? Peut-être que ça me donne l'impression que effectivement je retourne 50 ans en arrière. Où il y avait une forte distinction entre les garçons et les filles. C'est ça le sujet. D'ailleurs, je vous ai pas dit, moi j'ai fait l'inverse, j'ai été dans une école non mixte. J'ai commencé dans une école mixte et j'ai terminé le lycée dans une école de filles. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai découvert l'espèce de sororité dont on parle tant aujourd'hui, avec un terme un peu dévoyé d'ailleurs. À l'époque, ça s'appelait la fraternité d'ailleurs. Ça existe toujours pas le mot sororité en français en vrai. On l'a pris aux Américains, mais il n'existe pas. Bon, mais voilà, mais j'ai découvert ce que c'était d'avoir des camarades filles et de cette solidarité féminine, et je l'ai découverte en pension, plus avec un transculturalisme, et peut-être que ça m'a aidé sur la suite du parcours, mais vraiment, j'ai adoré les écoles non mixtes, parce que j'avais beaucoup souffert à l'école mixte, en fait. Les garçons n'étaient pas tendres. Et vous savez qu'il y a une étude qui est sortie sur le sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui montre que les écoles non mixtes sont favorables aux filles et que les écoles en mixité sont favorables aux garçons. Pourquoi? Alors l'étude montre, après je la mettrai dans le descriptif du podcast, mais en gros, ça montre qu'en fait, quand c'est une école mixte, finalement, les filles peuvent devenir bouc émissaire pour une certaine virilité, alors quand ils se retrouvent entre eux, finalement... comme il y a un certain virilisme de qui va être mieux, du coup, la domination se retrouve entre eux. Alors que quand on n'est que entre filles, du coup, il y a cette sororité qui se crée et que, en tout cas, d'un point de vue scolaire, il a été montré que la non-mixité est favorable aux filles et la mixité est favorable aux garçons. Donc, comme quoi... Je l'ignorais, mais peut-être que ça m'explique beaucoup de choses. mais donc voilà, donc ça c'est une étude qui est sortie récemment, du coup qui a conclu sur le fait que du coup on a mis de la mixité parce qu'on veut que ce soit favorable aux garçons. Bon, je pense que la conclusion est un peu galvaudée, mais le principe en tout cas de non-mixité pour les filles est intéressant et on le voit, les femmes veulent de plus en plus se retrouver en non-mixité, choisie, comme on dit, que ce soit sur des clubs de femmes, des clubs de leaders, enfin voilà, il y a une volonté d'aller vers ça parce que peut-être, comme vous le dites très bien, on retrouve ce cocon... de sororité qui permet aussi de grandir, qui permet de se faire confiance. Il y a plus de confiance en fait entre filles quand elles se retrouvent entre elles. Alors qu'on parle beaucoup de bataille entre filles, en fait on se rend compte que dans un groupe de sororité en non-mixité, il y a une certaine confiance qui se crée et une certaine estime de soi qui se crée pour les femmes. Et ça c'est vrai, je l'ai constaté que dans des clubs de leaders de femmes, il y avait... Vraiment, elles mettaient toutes leurs difficultés, tout ce qu'elles avaient de plus personnel et d'intime assez facilement sur la table. Alors qu'elles étaient obligées de se sortir une forme de masculinité quand elles étaient dans une sorte de virilité, comme si elles devaient exister, avec un petit pan de masculinité quand elles étaient dans un groupe d'hommes. Et ça se voit, et ça se voit même beaucoup dans les grands forums, les grandes réunions internationales, alors que quand vous êtes vraiment entre femmes, ce que j'apprécie par moments, mais pas tout le temps, mais ça vous permet de faire des rencontres exceptionnelles aussi, de personnes qui se livrent à vous, parce que oui, il y a cette... Dans les clubs d'hommes, j'imagine que c'est ça aussi. Je sais pas. Alors, pour avoir discuté avec des hommes qui faisaient des groupes hommes, parce que même aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes qui se développent pour les femmes, même tout ce qui est développement personnel, c'est entre femmes. Enfin, il y a plein de choses qui se développent, indépendamment du professionnel. Pour avoir discuté avec des hommes, moi, j'en ai qui me disent que, en fait, comme tout ce qui est agression verbale, etc. Alors, les femmes le font aussi, hein, on en reviendra d'ailleurs parce que vous voulez en discuter, mais comme 90% des agressions plus largement, pas que le monde professionnel, sont commises par des hommes. C'est pas dire je précise, 90% des hommes ne sont pas des agresseurs. 90% des agresseurs sont des hommes. Je le précise bien, parce qu'il y a un débat sur ce pourcentage. En fait, quand ils se retrouvent en non-mixité, finalement, ils se retrouvent entre agresseurs et agressés. Ce qui n'est pas notre cas entre femmes, puisque le pourcentage de femmes agresseurs et agresseuses, du coup, est plus faible. Et donc, du coup, le dialogue est plus difficile et l'ouverture est plus difficile, contrairement à... Voilà. Mais bon, c'est le retour que j'ai eu. Après, c'est peut-être différent dans certains autres groupes, mais ça s'entend en tout cas. Oui, c'est tout à fait logique. Justement, je vais revenir là-dessus parce qu'on en avait discuté quand on a parlé du podcast, que le rapport au pouvoir, vous posez question, le rapport au genre aussi, vous dites, même si j'ai bien compris que vous respectez tous les genres, d'être amené au fait d'être femme, pas forcément bien. Vous avez dit que vous avez aussi rencontré des femmes qui étaient tyranniques. C'est-à-dire qu'être une femme n'est pas forcément...
Non, alors il y a certainement beaucoup d'explications. Je pense qu'on peut avoir un naturel tyrannique. Il y a des personnes qui naissent avec ce pouvoir dans le mauvais sens du terme, cette envie d'exercer le pouvoir à tout prix et parfois de façon un peu vicieuse. Mais j'ai rencontré aussi certaines femmes qui s'étaient tellement battues ou qui avaient tellement dû souffrir pour arriver là où elles en étaient arrivées, qu'elles en devenaient des femmes inhumaines, quoi. Après, je ne sais pas si elles n'étaient pas féminines ou pas masculines, elles étaient presque inhumaines. Elles pouvaient révéler tout ce que l'humanité peut avoir de pire, des ambitions démesurées, des traitements inhumains, alors souvent en termes de violence verbale, des coups bas, donc à la fois une agressivité de façade et de coulisses, voilà, et une dureté du langage. Alors peut-être qu'on pardonne plus aux hommes de se comporter de cette manière-là, et ce n'est pas acceptable. Mais vraiment, j'ai vu surtout des collaborateurs souffrir avec des dragons. Je les appelle des dragons. J'en ai croisé quelques-uns, moi aussi. Alors, j'ai pas toujours réussi à les apprivoiser, mais bon, encore une fois, je pense que le fait de résister, mais de résister passivement, peut vous aider. Et puis après, peut-être que vous avez aussi des personnes qui, malheureusement, ont plus une tête à être la victime que d'autres. Ça, c'est horrible. Mais ça, c'est terrible. Quand vous êtes Bon, ça nous est tous arrivé en classe d'être la victime de quelqu'un d'autre. Je pense que l'école doit absolument préserver tous les enfants. Ça, vous pouvez imaginer ma conviction sur ce sujet. J'imagine. Non, mais être le bouc émissaire, c'est terrible. C'est la tête de Turc, comme on disait. Voilà. Mais bon, pour revenir aux femmes, alors là, je crois que c'est ce que je déteste le plus. Vraiment, ça me crée une profonde aversion et c'est souvent dans ces cas-là que je m'énerve, je montre que ce comportement ne me convient pas, mais au bout d'un moment, je coupe les ponts. Parce que je ne veux pas rencontrer cette part de féminité qui n'est plus de la féminité, qui est juste de la déshumanité. Après, vous l'avez mis en parallèle avec quelque chose de très intéressant. Vous l'avez mis en parallèle avec la souffrance et le fait de s'être battu pour arriver là. Et toute cette souffrance, finalement, qui ensuite fait aux autres, en fait. Donc, c'est aussi intéressant de faire ce parallèle-là. Après, c'est pas genré. Il y a des hommes et des femmes qui sont des dragons. Oui, bien sûr. Non, tout à fait. Et alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que vous allez me trouver très versée vers les sorcières. Mais je ne sais pas. Vous êtes probablement de la génération de ceux qui ont vu Kirikou. Oui, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Et la sorcière maléfique. Et en fait, cette sorcière, elle a une épine qui la fait souffrir et qui la rend si méchante. Donc là où je crois que vous avez vraiment raison, c'est que souvent, ce sont des personnes qui ont une souffrance ou qui ont eu beaucoup de souffrance et qui perpétuent cette souffrance en faisant souffrir les autres. Mais bon, c'est triste, c'est dommage, mais alors donner du pouvoir à ces personnes, c'est faire souffrir les autres. Donc c'est ceux qui donnent du pouvoir à ces personnes, ou en tout cas qui ne les rappellent pas à l'ordre quand elles se comportent mal, ce sont finalement des complices de bourreaux. Ça, c'est vrai. C'est besoin de rappeler à l'ordre, parce que c'est vrai que parfois aussi, et ça, je l'ai vu, l'utilisation de ces femmes-là, à l'inverse, pour justement, finalement, faire taire tout le monde et que la personne, après, puisse tranquillement faire son travail, entre guillemets. Je l'ai aussi vu dans ce cadre-là. Et du coup, comme vous dites, c'est de la complicité. C'est-à-dire qu'on utilise la personne, utilise sa souffrance ou pas, on va pas faire de la psychologie de la personne, mais en tout cas, qui violente d'autres personnes pour soi-même ne pas avoir à faire ça ou ne pas le faire comme ça. Et donc, ça devient de la complicité. Et pour référer à Kirikou, la sorcière, on peut aussi citer dans le même exemple Moana et la personne qui avait perdu son cœur et qui en a remis, ou Maléfique. Moi, je suis une grande fan de Maléfique personnellement, mais donc Maléfique qui a aussi des films pareils par la suite, qui c'est la même idée. Ça vous parle moins, apparemment. Si, Maléfique, bien sûr. mais j'ai des enfants de la génération plutôt de Kirikou. D'accord. Mais si je connais Maléfique. Je l'ai même vu. Vous l'avez vu, le film avec Angelina Jolie, il y en a 2, je crois. Donc il y a d'autres histoires comme ça. Aujourd'hui, on revisite les méchants. Il y a aussi Cruella aussi qui a été revisité récemment. Personnage pareil. Donc il parle de... C'est à chaque fois des femmes, en l'occurrence. Parce que c'était des sorcières, donc on revisite. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même... Bon, il y a des mecs ultra méchants quand même dans le cinéma et la littérature, mais quand même, celles qui nous ont le plus marqué. Alors peut-être que c'est parce qu'on est des filles qu'on réagit comme ça, mais bon, je me souviens de mon fils petit qui avait quand même peur des sorcières. Un classique. Moi, je voulais venir sur un autre sujet aussi, par rapport à votre expertise donc dans l'UNICEF. Oui, alors juste par rapport à la notion dans
dans le cadre du féminisme et de l'évolution vers l'égalité homme-femme, on entend aussi souvent bon, c'est bon, en France, on est bien, vous n'allez pas être, pays développé, donc en France, qui est pays développé, donc on serait très disant à l'égalité, de dire occupez-vous des vrais sujets, des filles donc en Iran, en Afghanistan, etc., et qu'en France, ce n'est plus un sujet. Vous en pensez quoi de ça ? Je pense que c'est tout l'inverse, que c'est un sujet, l'accès à l'éducation des filles est un sujet, même si, encore une fois, on a dans notre pays un cadre favorable. L'école primaire et l'école secondaire, l'école est gratuite et accessible à tous, normalement. J'espère. Toutes et toutes, disons. Oui, à toutes et à tous, pardon. Il y a un principe d'universalité dans ce droit et je crois que c'est quelque chose de fondamental et ça date même d'avant la Convention des droits de l'enfant. On était probablement assez précurseurs. Maintenant, il y a un tas de nombreux enfants qui n'ont pas accès à l'école. Il n'y a pas que des petites filles, il y a des petits garçons aussi. Ça, c'est souvent un sujet administratif, parce que les enfants n'ont pas de logement, parce que les enfants sont sans domicile fixe, et que ça devient un obstacle pour l'école. Mais à l'inverse, il y a des maîtres d'école, des professeurs extrêmement courageux aussi, qui font tout pour que cette universalité soit respectée. Après, il y a aussi de grandes disparités dans les territoires français. Et dans certaines parties de la France hexagonale ou d'outre-mer, c'est plus difficile pour les filles, et particulièrement pour les jeunes filles, de rester à l'école. Il y a des raisons culturelles, comme dans d'autres pays, parce que plus on avance, plus on s'émancipe à l'école, plus on devient en capacité de faire ses propres choix. Et ça, certains parents n'en veulent pas, ça reste une minorité. Mais en tout cas, ça n'est pas acceptable. Et le cadre politique doit absolument empêcher cela, mais ça n'est pas simple, parce que là, on arrive sur un sujet vraiment culturel, ça prend du temps, ce qu'on disait tout à l'heure, une génération au moins. Et puis après, il y a malheureusement aussi un sujet économique. C'est que, à quoi bon aller jusqu'au bout de l'école pour, quelque part, ne pas faire d'études, parce que les études, ça coûte cher, parce que toutes les familles ne sont pas égales face aux études supérieures. Et donc, finalement, quelqu'un qui travaille jeune, ça peut être aussi une source de revenus pour la famille. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Une année de scolarité en plus, ça décuple vos chances de construire ou de prendre en main votre avenir. Donc oui, l'accès à l'école pour les filles est globalement bon. En France, on ne peut pas se mentir, mais pour moi, c'est plutôt un problème d'accès des droits en général que lié au genre, à l'exception de l'aspect culturel. Et probablement aussi, ce qu'on disait, c'est que tout ce qui était métier d'apprentissage, qui était finalement une alternative à une scolarité plus académique, étaient souvent des filières beaucoup réservées aux garçons. Donc il reste quand même des choses à traiter en France, parce qu'on entend toujours le sujet, c'est les autres, mais en fait non, on a aussi nos propres sujets. On a beaucoup de sujets encore en termes d'accès à l'éducation en France. Ça n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, qui est des dizaines de milliers d'adolescentes et d'adolescents, qui n'aient ni éducation, ni emploi, ni formation. Des NEET. Voilà, ça s'appelle comme ça, techniquement. Et ça l'est d'autant plus pour les jeunes filles, parce que c'est un droit relativement récent que d'aller à l'école jusqu'au bout. Enfin, c'est un droit qui a toujours existé, mais en tout cas, les conditions n'étaient pas toujours réunies et ça a mis un peu de temps. Il ne faut surtout pas qu'on commence à reculer sur ce point-là. Du coup, je vais aller vers mes dernières questions. Si vous deviez revenir en arrière, vous donneriez quel conseil avant de devenir DG de l'UNICEF ? Alors, je ne me donne pas beaucoup de conseils. Comme vous l'avez vu. Je suis assez intuitive, donc je me donnerais évidemment un conseil un peu bateau, c'est celui de me faire plus confiance, de continuer à faire confiance, mais ça, c'est pas vraiment un conseil, mais j'ai été beaucoup encouragée cette fois par mon mari. Peut-être exprimer plus vite votre envie d'accéder à des postes de responsabilité. Alors, c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à pas dire à la personne qui est au-dessus de vous, je veux ton poste, mais de dire, aide-moi à devenir comme toi. C'est un peu ça. Mais là aussi, j'étais très, très encouragée. Donc, si c'était à refaire, oui, peut-être que je prendrais conscience que j'aurais pu y arriver plus vite et plus tôt. Mais si ça s'est fait à ce moment-là, c'est que c'était probablement le bon moment. Et puis, alors, surtout, de ne jamais sombrer dans ce sentiment. Enfin, quand je dis sombrer, ça peut vous arriver à peu près tous les jours un peu, mais pas longtemps. Dans cette espèce de solitude du dirigeant, parce que vous pouvez devenir presque complotiste en vous disant mais il m'aime pas.
ils m'en veulent. Ils me donnent beaucoup de coups aujourd'hui, pas que les hommes ou les femmes, encore une fois, mais ils me foutent jamais la paix, que ce soit dans votre gouvernance, dans vos collaborateurs, voilà. Donc j'en viens à mon conseil, c'est de ne jamais s'enfermer et de toujours écouter les autres, les entendre. Après, vous prenez vos responsabilités, vous prenez des décisions, parce que évidemment, si vous prenez l'avis de tout le monde, vous avez beaucoup d'avis contradictoires. Pas vous entêter tout seul et pas partir tout seul. Le sujet, c'est pas tant d'accéder au pouvoir, c'est de rester au pouvoir, vous savez. Et du coup, je vais aller vers ma dernière question, qui est s'il y a une chose qui devait changer pour vous dans la société ou les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir, ce serait quoi ? Alors, je pense encore une fois que d'un point de vue légal, le cadre réglementaire légal est bon, donc ça mais on peut déjà s'en réjouir parce que on a des droits qui sont opposables maintenant, ce qui n'était pas le cas. Je pense que c'est de continuer à encourager les hommes, à encourager les femmes. Tout simplement, c'est tout simple, mais c'est cet équilibre et cette harmonie entre le genre masculin et le genre féminin dans le monde professionnel qui fera qu'on arrivera à quelque chose qui est le reflet de la société, d'une société que l'on veut humaine et que l'on doit maintenir à tout prix humaine. Mais je pense qu'il faut que ce soit les hommes qui continuent à encourager les femmes, parce que je pense qu'entre elles sont capables de s'encourager, elles le font déjà beaucoup, elles se structurent. Mais si elles n'ont pas finalement l'aval et le regard des hommes, ça sera beaucoup plus difficile. Et donc, je pense que les entreprises, les associations, sans faire une éducation, en tout cas une sensibilisation intelligente à l'égalité. Merci beaucoup. Mais merci à vous et merci de votre invitation. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.